Vous êtes sur la bonne antenne au bon moment. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Moïse Agbengan sur AfroWeb TV dans votre émission Avis de la diaspora. Merci à tous et à chacun de vous. Toutes nos excuses pour ce petit retard accusé dû aux problèmes techniques. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne, chers amis téléspectateurs. Vous qui nous suivez également sur la chaîne YouTube AfroWeb TV. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Aujourd'hui donc, pour cette émission, nous avons le privilège et la grâce d'avoir à nos côtés, donc surtout par Duplessis, deux invités de marque qui ne se sont jamais rencontrés ici, malgré qu'ils sont toujours invités sur la même antenne. Et ça fait plaisir de les avoir aujourd'hui dans cette émission Avis de la diaspora. Vous allez m'aider à recevoir, chers amis téléspectateurs, avec tous les honneurs, Monsieur Forson Koué, analyste politique. Et Monsieur Forson, vous êtes également un acteur de la politique togolaise. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Moïse, bonjour mon co-débatteur et frère Calcio. Je vais très bien. Je pense que nous allons apporter beaucoup d'éclaircissements à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Monsieur Classio par Duplessis depuis North Carolina. Monsieur Koutoglo Classio, bienvenue dans cette numéro de notre émission Avis de la diaspora. Merci, chers auditrices et auditeurs, mon cher ami Moïse. Cher camarade Forson Koué, je suis très ravi d'être sur le plateau aujourd'hui pour parler non seulement de l'Afrique, mais aussi de notre pays, le Togo. Merci à vous tous d'être avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Nous sommes honorés. Merci pour le temps que vous nous accordez pour cette émission. Et si pour vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube, nous vous demanderons tout simplement de partager cette émission avec les uns les autres. On se le fait également. Tout à l'heure, donc, le lien sera disponible sur toutes les plateformes. Et le sujet pour lequel nous avons invité nos invités aujourd'hui, nous parlerons du Mali par rapport au départ de l'aménagement. Nous irons également au Togo pour faire la conclusion de la diaspora par rapport au forum Peace and Security Niger pour la troisième étape donc, de cette émission par rapport à la CEDEAO. Quelles leçons nous tirons face à la transition actuelle? Merci et nous entamons donc la première partie de cette émission avec ce premier sujet qui nous amène au Mali. La fin du mandat de l'aménagement a été décidée en juin par le Conseil de sécurité à la demande des autorités maliennes de transition. Le retrait qui devrait donc s'achever le 31 décembre 2023 est précipité aujourd'hui. Nous allons poser la première question à M. Forson Koué. Quelle analyse faites-vous donc de ce départ, disons, précipité et qualifié de précipité par d'autres médias également par rapport au retrait donc de l'aménagement? Bonjour Moïse. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une petite pensée avec M. Cassio, si vous le permettez, d'avoir une petite pensée pour ceux qui sont décédés, qui décèdent toujours sur le continent africain et qui sont dans les geôles, qui sont en train de souffrir, gémir. Je me joins à tous ces gens qui sont partis et qui sont en train, en ce moment, d'avoir cette souffrance interne, des familles, de pleurer. Je me joins à eux en pensée. Avant tout propos, je voulais que les téléspectateurs et spectatrices puissent comprendre deux choses et deux notions sur lesquelles nous allons calquer notre analyse. La première notion, c'est-à-dire que notre continent, l'Afrique, est un terrain de compétition. Il faut que les gens comprennent cela. Terrain de compétition où chacun vient compétir, mais en prenant ce qu'il faut prendre, sans interférence des Africains. La deuxième notion, avant de comprendre, qui découlera tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la notion de la géopolitique. C'est quoi la géopolitique? Si ces deux notions ne sont pas cernées,
alors tout le débat que nous allons faire, les gens ne vont pas comprendre. C'est pour cela que je voulais schématiser une vision pour que les gens puissent avoir cette vision en tête. Je prends un stade de foot. Le stade de foot, il y a les spectateurs. Les Africains sont considérés comme spectateurs. Et les élites africaines sont considérées comme ceux qui sont assis dans le lieu où se trouvent les présidents, c'est-à-dire le lieu, le gardien officiel, le gardien des grandes personnalités. Voilà. Maintenant, nous avons sur le terrain des Occidentaux, ceux qui sont joueurs et arbitres du jeu. Voilà schématiquement ce que je voulais que les gens gardent en tête pour comprendre ce que nous allons définir aujourd'hui. Vous savez, en 1945, lors du débat de la ratification des accords de Bretton Woods, un homme politique français, Gaston Defebvre, déclarait devant l'Assemblée nationale, constituant ceci: l'on peut craindre que l'État le plus riche, les États-Unis d'Amérique, établissent par là une hégémonie financière dont nous savons qu'elle est aussi redoutable qu'une hégémonie militaire. La démocratie au sein du conseil d'administration des institutions financières de Bretton Woods repose sur un mode non démocratique, remplacé par des désignations d'élections de type censitaire, car fondé sur le poids économique de chacun de ses membres. En réalité, la réalité est que certains pays, comme les États-Unis et ceux du G7, ont ou imposent une influence prépondérante qui stabilise le faible poids et influence des pays du Sud global, dont l'Afrique, les réduisant à la portion congrue. Par cette analyse, la géopolitique est une science de rapport de force. Donc, j'explique le deuxième principe. Science de rapport de force. La paix et la guerre dépendront de l'équilibre des forces entre les puissances d'aujourd'hui et l'émergence de nouvelles puissances. Plus précisément, de la solide alliance entre l'Europe, la Russie et les États-Unis, et du jeu respectif de la Chine, de la Turquie et des pays islamiques face au reste du monde. Pour devenir ou rester une grande puissance, un pays devait réunir 7 conditions, suffisantes désormais reconnues par tous les spécialistes du monde. Sur le plan économique, être assez riche pour pouvoir peser sur le cours des affaires du monde. Est-ce que les continents sont assez riches pour peser sur le cours des affaires du monde? Sur le plan technologique, maîtriser les progrès en matière de communication et d'énergie. Est-ce que le continent africain maîtrise la communication et l'énergie? C'est des questions que nous allons poser, nous allons développer tout à l'heure. Sur le plan monétaire, avoir une monnaie capable de servir d'instrument de réserve et de transaction internationale. Est-ce que nos monnaies, c'est nous qui les émettons, c'est nous qui les fabriquons? C'est des questions qu'on va se poser. Sur le plan militaire, disposer de l'arme nucléaire et pouvoir projeter à longue distance une force expéditionnaire d'au moins une dizaine d'infanterie. Est-ce que nous avons des armes nucléaires en Afrique? Est-ce que nous possédons des armes? Est-ce que nous fabriquons des satellites? Je ne suis pas sûr. Sur le plan géographique, avoir intérêt à agir hors de ses frontières pour protéger ses sources d'énergie, ses réserves d'eau potable, ses routes maritimes essentielles, ou encore avoir un allié. Est-ce que nous maîtrisons le maritime? Est-ce que nous maîtrisons l'aérien? Est-ce que nous avons la possession de ça? Est-ce que nous qui fabriquons les bateaux? La question, on va en poser tout à l'heure. Sur le plan culturel, être animé par une culture religieuse ou nationale suffisamment universelle pour penser que son intérêt tend à se confondre avec celui des autres et pour séduire les autres avec ses œuvres d'art. Est-ce que nous avons la maîtrise de nos cultures endogènes? Ces questions, on va les poser tout à l'heure. Sur le plan diplomatique, avoir un État
assez fort et cohérent pour concevoir et mettre en œuvre une politique étrangère impériale? Est-ce que nous avons une force étrangère, puissance des affaires étrangères, qui peut influencer sur le reste du monde? Les questions sont les points soutenant l'analyse que nous allons faire concernant le départ de MINUSMA au Mali. Le Mali, en 2010, a fait appel, il y a 10 ans, en 2013, a fait appel à la France d'intervenir sur son sol. 10 ans après, 2013, aujourd'hui 2010 en 2013, les forces avaient la position de 20% du territoire malien. Aujourd'hui, en 2013, les forces ont 80% du territoire malien. Il faut que les gens aient une vision de ça. Vous savez quelle est la superficie du Mali? Le Mali a 1 240 000 de kilomètres carrés. Donc, il faut qu'on soit pragmatique, qu'on soit logique à ce qu'on va faire et qu'on soit cohérent et réaliste. La force qui a été déployée sur le sol des Maliens, l'amusement est composé de 12 000 environ de militaires, quelques 1500 policiers, quelques 1600 bénévoles, dont 870 environ de nationaux et 700 de personnes étrangères. Et nous avons 79 associations qui œuvrent sur le sol malien. Mais ces associations et tous ces groupes-là engendrent l'économie, facilitent la situation de la monnaie et de l'activité dans le pays. Le départ brutal de l'amunissement présage, à mon humble avis, un lendemain un peu bouleversé pour le Mali. Et je détaillerai après avec Cassio. On va rentrer dans le détail après. Merci, monsieur Forson Koé, monsieur Classio Kotoglo. Monsieur Forson Koé vient de poser les pierres, de planter les décors pour le départ de l'amunissement. Et vous, qu'en dites-vous? Mes chers camarades, je suis dans des postures aujourd'hui pour ne pas aller trop en détail sur certains points. Mais je voudrais vous dire tout simplement que le départ de l'amunissement du Sahel est un ouf de soulagement pour toute l'Afrique et surtout pour l'Afrique de l'Ouest. L'amunissement dans son ensemble, puisqu'ils ont des QG différents et une certaine collectivité pour pouvoir mener leur mission au Mali, sur appel, bien sûr, du président du Mali depuis 2010, les résultats de l'amunissement sur le terrain ne sont pas satisfaisants. Et comme dans toute administration mondiale, universelle, lorsqu'on travaille sur des points bien précis, parce que l'amunissement est venu au Mali sur des objectifs bien précis, et quand vous prenez les objectifs un à un et vous rentrez en détail dans les tableaux métriques pour pouvoir mesurer et puis ensuite diagnostiquer, analyser, vous comprendrez que l'amunissement n'est pas là pour la récupération du territoire malien pour le gouvernement malien. C'est ce que les consultants ont pu dégager des analyses profondes de la présence de MINUSMA au Mali. Pourquoi? Les objectifs assignés avec toutes les ressources disponibles, c'est-à-dire
les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles, qui ne manquent pas à la MINUSMA face à un petit groupuscule, bon, permettez-moi la tautologie, des hommes qui n'ont pas une bonne intention à l'égard d'un pays, ils n'arrivent pas à avoir les résultats escomptés. Et nous comptons des années. Une première année, une deuxième année, jusqu'à 10 ans et 12 ans. Je pense bien que dans toute administration dans ce monde, il faut poser des questions de remise en cause. C'est ce qui a été fait. En face des Maliens conscients, puisque eux-mêmes, ils se posent des questions, et en face des dirigeants mondiaux. Le résultat est clair aujourd'hui que la MINUSMA, parmi les groupes de la MINUSMA, il y a des gens, il y a des groupes qui sont là, c'est-à-dire des contingents qui sont là, effectivement, pour récupérer le territoire malien aux Maliens. Mais malheureusement, il faut le dire très clair et à haute voix, que les personnalités de la MINUSMA placées devant la mission au Mali sont ficelées, téléguidées par des personnalités, des figures ou des figures qui ne veulent pas la récupération du territoire pour le gouvernement malien. Et maintenant, face à ce constat flagrant, il va falloir trouver d'autres issues pour contredire la mission de la MINUSMA qui n'est pas contestable. Et c'est ce que les Maliens ont fait. Il faut les encourager, il faut les féliciter pour leur action concrète et mettre l'ONU, les Nations Unies, devant les faits accomplis, mettre la MINUSMA devant les faits accomplis et mettre tous les contingents de la MINUSMA devant les faits accomplis. Aujourd'hui, on est parti de presque à la récupération entière par les terroristes du territoire malien à la récupération de plus de 80% du territoire malien par les Maliens. C'est un résultat apprécié, c'est un résultat à applaudir, c'est un résultat exemplaire et c'est un résultat qu'il faut mettre dans le compte de la détermination des Maliens. Aujourd'hui, on ne peut plus dire au Mali que les forces étrangères peuvent récupérer le territoire malien pour les Maliens. Ce sont les Maliens qui peuvent récupérer leur territoire. Je m'arrête là-bas pour le moment. Le décor est planté par les deux invités de ce jour, M. Forson Koé et M. Koutoglo Classio. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, c'est le moment, la ligne est ouverte à vous, donc de contribuer. Comme vous pouvez sur le plus 1 319 462 89 79. Monsieur Forson Koé, nous allons mettre de la pression sur l'accélérateur. Dites-nous en termes clairs, est-ce que le Mali pourra faire face facilement à la situation actuelle du terrorisme et qui prévoit avec d'autres groupes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et nous savons que le Mali fait partie également donc de ces trois pays qui constituent aujourd'hui l'une des forces en Afrique de l'Ouest. Ok. Le départ de précipité, hein, donc le départ de... bon, je vais rectifier quelque chose parce que j'avais dit tout à l'heure 80%, mais je ne sais pas qui a compris que c'est pas dit 80% récupéré par les forces armées maliennes, non. Je n'ai pas dit ça en fait. J'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la capacité de l'urgence, ils ont fait un effort de récupération, mais pas totalement, ils ne sont pas arrivés à ce 80%.
D'accord? Donc, c'est parce que la superficie est très vaste. Donc, c'est très, très complexe pour cela. Mais la question est de savoir le retrait des opérations de Barkhane et surtout du Mali et les crises récurrentes, multiformes, relatives à l'efficacité des missions onusiennes, notamment la MINUSMA et la MINESCO, poussent au fait l'Africain, nous Africains, à recentrer, à avoir une réflexion sur la promotion de la solution endogène. Et ce que tout à l'heure a souligné mon frère Cassio. Il faut que nous ayons aujourd'hui une solution endogène. Et cette solution endogène ne peut se faire sans, pas tout sécuritaire, mais avec l'appui collectif de toute la population malienne pour affronter ce défi-là. Donc la sécurité sur le continent et surtout interpelle surtout les États africains, hein, pas seulement le Mali. Parce que, comme le dit notre feu Père Gnassingbé Yadema, il disait, je vais l'imiter, hein, quand le feu de votre maison, de votre voisin, atteint la maison de votre voisin, quand la maison de votre voisin brûle, il faut vous sentir l'odeur. C'est que le danger est proche de chez vous. Il faut aller apporter de l'eau pour éteindre le feu dans la maison de votre voisin. Voilà aujourd'hui que le Mali, ayant des problèmes de sécurité, affecte toute la zone subsaharienne, et compris le Niger, toute l'Afrique de l'Ouest au fait. Et donc, les États africains eux-mêmes doivent avoir une capacité, la capacité d'assurer non seulement la protection physique des personnes et des biens, mais aussi une certaine autonomie vis-à-vis des partenaires extérieurs. Des partenaires extérieurs. Avoir une vision pour avoir un partenariat diversifié, mais ce partenariat diversifié ne doit pas être influente, mais doit être surtout un apport, car les chocs endogènes de ces dernières années ont mis en lumière la vulnérabilité des États africains et leur dépendance. La preuve, aujourd'hui, le Mali se rabat sur la Russie. Mais je n'ai jamais vu l'armée russe venir se former au Mali, où l'armée africaine, on voit les armées, les gens, les armées qui aillent se former ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est nous qui, chaque fois, nous allons nous former ailleurs. C'est nous, chaque fois, c'est nous. Et donc aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience que, oui, après avoir eu la connaissance, parce qu'on dit l'ignorance tue, la connaissance des forces, nous pouvons aussi impliquer la population, l'informer, le renseigner, pour que la population soit notre socle, la base, pour lutter contre toute action négative qui va mettre en péril notre demeure, notre continent. L'autonomisation est stratégique du continent dans le domaine sécuritaire est de mise et doit être la priorité numéro 1 de tout ce que nous allons débattre aujourd'hui. Mais comment faire cette sécurisation du continent et des territoires? Cette sécurisation, à mon humble avis, doit avoir une option collective. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux donnés, nous devons donner l'information vraie, communiquer vrai, dire les choses telles qu'elles sont pour que nos populations soient phagocytées. Et comme un corps, nous puissions combattre les forces qui veulent nous détruire. Or, c'est un plan. J'avais fait déjà, c'est un plan déterminé. J'avais soulevé sur cette chaîne, il y a quelques jours ou quelques mois, que en octobre, l'automne, l'Union européenne va envoyer des émissaires, gendarmes, policiers, militaires sur le continent, surtout la zone ouest africaine. Ça a commencé. Ça a commencé. Donc, eux, ils ne parlent pas, ils ne vocifèrent pas, il ne faut pas de populisme. Ils agissent. Parce que nous travaillons aussi. Donc, nous voulons ouvrir les yeux aux gens. Ils sont déjà en mise, les forces sont déjà en mouvement. Donc, on ne peut pas se permettre.
de ne pas éclaircir notre continent. Donc, les réformes structurelles doivent être faites, importantes dans le secteur de sécurité, visant à renforcer la liberté d'action des États et la capacité de tous les acteurs. Sans la sécurité, il n'y aura aucun développement. Donc, aujourd'hui, nous devons redéfinir la structure de nos armées. Nous allons revenir tout à l'heure là-dessus. La capacité de nos armées à rebondir, à anticiper les actions et à prendre de court les forces ennemies. Monsieur Classio, le groupe Wagner soutient également donc les forces armées maliennes aujourd'hui. Pensez-vous que le Mali, ou soit les populations maliennes, sont en sécurité sans l'amunissement? Et puis, quelle est aujourd'hui la solution? Puisque nous ne sommes pas là pour mettre le couteau dans la plaie, mais surtout pour trouver des solutions. Je rappelle à tous ceux qui font des commentaires, s'ils peuvent nous appeler également sur notre chaîne, sur le plus 1 319 462 89 79. La ligne est ouverte à tout un chacun de vous. Je vois Monsieur Béanzin, que nous saluons et qui fait des commentaires sur YouTube. Allez-y pour votre et répondez à ma question, Monsieur Classio. Oh, permettez-moi d'éclaircir quelques points qui font l'amalgame sur les réseaux sociaux et puis ensuite dans l'opinion. Vous savez, les gens parlent de la Russie au Mali. La Russie n'a pas colonisé le Mali. Il est question de colonisation et de non-colonisation. La France a colonisé le Mali. Et aujourd'hui, tous les experts sont d'accord que le Mali doit sortir de cette colonisation nocive. Maintenant, quand les gens parlent que la Russie supporte le Mali, que les gens brandissent les images des forces russes qui, par exemple, sont là et en train de se batailler à la place des Maliens. Voilà certaines réalités qu'il faut dire. Les Maliens, nous constatons sur le terrain malien des Maliens qui ont pris des initiatives pour prendre à main leur destin, la souveraineté entière du Mali et non une dépendance d'aucune puissance. C'est ce que nous constatons. Maintenant, nous appelons certaines choses des expertises, les spécialistes. Dans ce monde, il faut le dire très clair, il y a les pays qui sont en voie de développement et il y a des pays qui sont développés. Il y a certains pays même qui sont mieux développés dans certains domaines par rapport à d'autres sur le terrain universel. Est-ce que c'est un mal pour un pays de passer par son citoyen malien ou bien de passer par les relations intrinsèques qui lient un pays avec un autre pour avoir ou bien demander des renseignements sur des expertises ou des spécialités? Non. La preuve, la France de Macron reçoit des spécialistes en France venus d'autres pays pour les coacher dans des domaines bien précis. Les États-Unis, dans lesquels je suis, maîtrisant l'administration des États-Unis, reçoit des expertises d'autres pays dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, ou bien qu'ils maîtrisent peu, ou bien veulent avoir des éléments de recherche afin de pouvoir dépasser les autres sur le plan international. C'est ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. La Russie est un partenaire. La Russie ne s'est pas transformée en acteur malien. Non. C'est la même chose.
que le Mali, avec d'autres présidents, ont fait avec la France pendant des décennies, qui n'ont rien donné comme résultat mangeable et palpable aujourd'hui sur le territoire malien. Alors, aujourd'hui, le principe est très clair sur le territoire malien. Nous voulons être comme vous, c'est-à-dire les Maliens veulent être comme les Français. Les Maliens veulent être comme les Américains. Ils ont été dans des écoles, dans les mêmes écoles que ceux qui remplacent les gens dans les administrations américaines, françaises et autres. Ils ont été dans les mêmes écoles. Maintenant, peut-être sur leur terrain, il manque des matériels ou bien des infrastructures pour être au même niveau que vous. Les Maliens ont décidé d'utiliser leurs ressources pour mettre en place ces structures et puis ensuite arriver au même diapason que la France, que les États-Unis, même si c'est un défi ou un placement de rêve qu'ils sont en train de faire. Il suffit de travailler sur les points essentiels et progressivement pour arriver à ce niveau, puisque il est clair dans les cerveaux de tout le monde que la perfection n'est pas dans ce monde, c'est un idéal qui est placé. Oui, la grande question qu'on se pose, M. Classieux, M. Forson, aujourd'hui, c'est que faire face à cette situation du départ de la MINUSMA et quelle est la solution aujourd'hui? Parce que nous sommes dans une position de savoir si la diaspora peut nous aider à réfléchir sur les grandes questions et à proposer des solutions concrètes au Mali. Et puis, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a certains pays comme le Togo qui proposent également de très belles solutions. Et que faites-vous et que proposez-vous en tant qu'intellectuel, vous qui résidez surtout à la diaspora, M. Forson Koué? Bon, moi, tout à l'heure, je vous ai... La démarche malienne, elle est salutaire. Elle est salutaire. La question qu'il faut se poser, parce que tout à l'heure, je vous ai énuméré les 7 codes qui conduisent la géopolitique. Ces 7 codes sont les bases qui sont structurées pour nous mettre en domination. La première question est de savoir aujourd'hui, même si nous avons des alliés, parce que dans la vie, j'ai cité dans le 6e point qu'il faut avoir un allié. Ça, c'est la stratégie de la géopolitique, ça. Maintenant, on a choisi l'allié. On peut choisir d'autres alliés. La question est de savoir, avons-nous aujourd'hui, dans ce instant T, la capacité de pouvoir, d'accord, contrer les actions de ceux qui veulent déstabiliser notre continent. La seule voie, et si demain, les présidents et autres veulent notre aide, vous savez, il y a des canaux pour nous joindre, pour qu'on puisse venir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas tout dire sur les réseaux ou bien les émissions comme ça. Nous avons des solutions. La preuve, le point sur lequel j'insiste, c'est l'information. L'information, c'est le pouvoir. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Cela veut dire quoi? Mais les Maliens se sont plaints pour ne pas avoir intercédé ou intercepté les communications. Alors, qui fabrique les satellites? Aujourd'hui, ils ont un partenariat avec la Russie qui peut leur donner des réseaux satellitaires qui leur permettent d'intercepter certaines informations. Mais tous ces points sécuritaires ne sont pas suffisants. Je vous ai précisé tout à l'heure que il faut que les gens comprennent cela. Le Mali a 19 millions d'habitants sur 1 km² de 1 240 000. D'accord? Donc, c'est très vaste.
C'est très vaste. Et les frontières des pays, nos pays sont poreuses. Nos frontières ne sont pas sécurisées. Donc, sur les 4 éléments, l'air, nous ne maîtrisons pas l'aérien. Terre, nous ne maîtrisons pas le terrestre. La communication, nous ne la maîtrisons pas. Qui fournit la communication? Là, on est en face, là, on est en télévision. Si YouTube décide de bloquer, il n'y a plus de communication. L'énergie, source principale, qui est regorgée notre sous-sol, mais qui maîtrise les énergies? Quelles sont les sociétés privées qui ont la même mise sur nos énergies sur le continent? C'est des questions qu'on doit se poser. Et pour les contourner, je dis c'est une force collective. Ça a été démontré par la mobilisation de la jeunesse au Burkina. Ça a été démontré par la mobilisation de la jeunesse au Mali. Ça a été démontré tout récemment par la mobilisation au Niger. C'est la jeunesse. Et quand vous lisez dans les grands livres, l'Occident, les forces sont concentrées sur la jeunesse africaine. La prévision a été faite. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est peuplée, kilomètres carrés, 5 113 000 kilomètres carrés, avec 386 millions d'habitants. En 2050, écoutez bien, l'Afrique de l'Ouest aura doublé le volume de la population, ce qui fera 786 millions d'habitants, environ quelques milliards d'habitants. Seulement l'Afrique de l'Ouest, hein. Ça fait 103%. Ça, c'est la prévision. Si vous voulez avoir les informations, allez sur rapport 2021 de la CEDEAO sur Google. Vous allez trouver ça. Et vous allez voir qu'au fait, aujourd'hui, nous sommes face à la démographie et surtout à la jeunesse africaine. Quelle est leur voie? Comment on peut faire? Aujourd'hui, Création, qui sont aux États-Unis, la diaspora doit être imbriquée avec sa connaissance, avec l'intérieur, pour préparer dans tous les domaines donnés, sécuritaire, information, renseignement. Aujourd'hui, tout le monde doit être renseignement, service de renseignement pour son pays, sur son continent. C'est ce que moi j'essaie de faire, de passer des informations qui sont peut-être confidentielles. D'accord? Au prix de ma vie. Mais j'assume, parce que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Donc aujourd'hui, chaque jeune doit se dire, il a une flamme en toi qui brûle. Et je suis là, et je suis prêt à un sacrifice pour ma nation. Je donne mon âme et mon cœur pour l'Afrique. Et je suis prêt à servir de peu sur peu, à ma manière. La compétence que j'ai pu apprendre, je la porte. Maintenant, c'est aux gouvernants. C'est aux gouvernants de ne pas être populiste. Parce que quand je vois, ça commence déjà. Quand, exemple, je prends le cas de Doumbia qui rentre en Guinée et tout au long, les jeunes courent avec la sécurité. Non, 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 non. Là, c'est pas le temps de joke, quoi. Il faut plus s'amuser. C'est le temps d'informer toute la population aux recoins les plus éculés, aux villages les plus lointains, et en fusionnant de forces d'une manière régionale pour pouvoir... Je sais que ça se fait déjà, hein, mais il faut accentuer cela. Il faut qu'il y ait un plus de la diaspora. Et ça, cela ne se fait pas sur les réseaux. Il faut qu'on rentre et qu'on travaille en synergie avec nos gouvernants. Et cela dépend alors du cœur du gouvernant. Cela dépend du cœur du gouvernant. Parce que si le cœur est ouvert, il peut produire du fruit. Mais si le corps est fermé, il va engendrer que la colère. Aujourd'hui, l'armée toute seule ne peut pas, les armées ne peuvent pas faire cette lutte. C'est une lutte de renseignement et d'information. Et si vous croyez, les dirigeants qui me regardent et qui vont suivre cette émission après, que vous croyez à tout sécuritaire, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que
avec la pandémie Covid-19, avec la crise russe-Ukraine, les prix des produits de première nécessité ont flambé. L'instabilité est de mise dans notre continent. La pauvreté est agrandie. La jeunesse en dépravation. Vous allez les voir sur TikTok en dansant, fesses en l'air, seins en l'air, alors que les gens partagent sous vos yeux votre continent. Vous ne verrez jamais un Chinois ou un Japonais critiquer son pouvoir en chaîne ou danser, montrer ses fesses. Mais aujourd'hui, c'est de vogue en Afrique. Et c'est pour cette conscience que je veux que l'Africain prenne. Nous sommes compétents, comme l'a dit Cassio. Nous avons ici, et nous avons la capacité de faire des choses. Il faut seulement y croire. Il faut que personne n'éteigne la flamme qui brûle au fond de nous pour l'Afrique qui va en progrès. Et ça, il faut que nous puissions fusionner. Il faut que les gouvernants aient l'humilité et la sagesse de comprendre que nous sommes tous mortels. Faisons en sorte que le continent, pour la future génération, on peut se dire, ils ont fait de leur possible. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, Monsieur Forson. Ce sera votre conclusion pour cette première partie. Monsieur Cassio Kutoglo, quelle est la solution que vous proposez? Vous avez un cabinet en bonne et due forme. Vous proposez des plans, des stratégies aux hommes politiciens, comme vous le dites vous-même dans nos émissions et d'habitude. Quelle est la proposition que vous faites, vous, en tant que consultant politique? Vous savez, aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses sur le continent africain. Il faut dire aux sœurs et aux frères de l'Afrique que l'Afrique a décidé d'évoluer. Surtout l'Afrique occidentale a décidé d'évoluer d'une autre manière. Vous savez, je conseillerais à nos frères, à nos grandes sœurs, à nos amis, d'approcher les dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants révolutionnaires qui ont une idée pour le développement de l'Afrique occidentale. Je suis bien en Afrique occidentale. J'écoute des gens et je vois que les gens sont ouverts pour que l'Afrique puisse décoller. Vous savez, on nous a abondi en Afrique avec des idées saugrenues, des idées de supériorité. Vous savez, nous étions les gens, certains de nos aînés ont été dans l'Occident, aux États-Unis, en France, ont fait leurs études. Ils se sont mariés à des femmes françaises, à femmes américaines, tout cela qui est normal. Et puis ensuite, on leur a inculqué une idée et on leur a fait voir que c'est à travers vous que nous pouvons avoir l'Afrique tout entière. Et si vous restez sur ce chemin, nous allons vous soutenir. Même nous viendrons avec des hélicoptères blindés pour déterrer n'importe qui sera sur votre chemin. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que cette idée ne va plus continuer en Afrique occidentale. Cette idée ne va plus continuer en Afrique occidentale. Et les gens comprennent très clair. C'est sur ce plateau que nous avions dit, que nous avions dormi dans le désert. Nous avions vu des choses, nous avions vu des hélicoptères décoller et atterrir dans le désert. Nous avions vu sur des centaines de mètres. Quand on vous fouille le sous-sol, ce ne sont que des armes. C'est sur cette antenne que nous avions dit ça. Si nous disons que nous avions dormi dans le désert, nous savons de quoi nous parlons. Et si nous avions décidé
quand même pour que l'Afrique occidentale décolle, c'est parce que nous savons que nous n'avons pas des éléments essentiels pour les affronter. Mais les gens sont là pour aider à les affronter, puisque les gens veulent aussi que l'Afrique occidentale se développe. Et quand on dit que c'est réel, c'est réel. Cette mentalité que certains ont inculquée à les Africains, que ce sont eux les dénominateurs et que les inférieurs doivent être là, ça va s'arrêter. Et ça s'arrête à partir du Mali. Ça s'arrête à partir de Ibrahim Traoré. J'ai écouté mon confrère maintenant qui a parlé des frontières, qui a parlé de l'air, qui a parlé de terre, qui a parlé même de l'information et de renseignement. Vous savez, les gens sont ici aux États-Unis, les gens sont à côté de Macron et les gens sont au niveau de la CEDEAO. Au même moment qu'ils complotent pour pouvoir attaquer le Niger, les généraux sont en train d'écrire et d'envoyer au qui de droit. Il faut qu'ils comprennent que l'Afrique s'est réveillée. L'Afrique ne va plus rester dans ce sillage où on fait peur aux gens qui ne veulent pas aller à l'avant. Non, ça ne va plus se passer. Et c'est pourquoi les coups d'État sont institués. Et ils savent tous que le coup d'État, c'est administratif et institutionnel. Ils le savent. Et je pense bien que l'Afrique veut se réveiller à partir de là. Et nous sommes debout, nous demandons à tous les Africains de se débarrasser de ces idées d'infériorité en disant que nous n'avons pas des avions pour pouvoir suivre les frontières poreuses. Mais il faut plutôt apporter des éléments que vous aviez appris ailleurs en vous approchant aux dirigeants révolutionnaires pour mettre des barrières à ces trous qui sont dans nos frontières. Et c'est ça qui se fait aujourd'hui. Nous voudrons rassurer les Africains que les révolutionnaires sur le terrain, surtout dans le Sahel, sont ouverts. Et ils veulent écouter tout le monde. Les pays qui veulent aller dans ce sens, nous les encourageons d'aller dans ce sens. Parce que dans cette vie, encore 10 secondes. Quand vous faites quelque chose, je vais finir avec cette phrase. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas normal et qui est décrié un peu partout, jusque sur les trônes des Nations Unies, c'est parce que ce n'est pas normal. Il est temps de changer pour que nous puissions vivre ensemble et construire notre Afrique. L'Afrique, c'est le continent d'espoir de ce monde. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Je m'arrête là-bas. Merci à nos deux invités de ce jour. Fin de cette première partie. On fait une première pause de 40 secondes. On revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité.